Eh bien, bonjour Charles, comment vas-tu? Salut Aurélia, bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour ton invitation. Bah, ravie de t'accueillir à nouveau sur le podcast. Déjà pour commencer, peut-être pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, je te laisse te présenter. Ouais, donc je m'appelle Charles Robin, on me connaît sur YouTube sous le pseudonyme du Précepteur. J'anime une chaîne de philosophie, de vulgarisation de philosophie, également sur les plateformes de podcast. Et plus récemment, j'ai publié un livre qui s'appelle La philosophie, c'est pour vous aussi, que j'ai là, que je montre à la caméra. Et dans ce livre, je fais ce que je fais déjà sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire présenter la pensée des grands philosophes de manière concrète, de manière accessible, pour que tout un chacun qui s'intéresse à la philosophie sans l'avoir étudiée à la fac, sans maîtriser les concepts ou le vocabulaire, puisse comprendre, parce que je pense que c'est notre rôle de vulgarisateur, c'est de transmettre aux gens qui n'ont pas la possibilité que nous avons, nous, d'étudier la pensée des autres et de la restituer sous une forme qui soit comestible. Donc essayer de rendre ça concret, de rendre ça à la portée de chacun et si possible un petit peu moins ennuyeux que l'image qu'on peut se faire, se représenter mentalement la philosophie. Alors, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler d'amour. Et oui, Saint-Valentin oblige, un sujet intime, universel, parfois joyeux, mais parfois aussi douloureux, et qui soulève énormément de questions. Déjà, je vais commencer par une question un peu personnelle. Quel est ton rapport à l'amour et est-ce que ta conception de l'amour a évolué avec le temps? Alors, je commencerai par la deuxième question, parce que c'est la plus facile. Évidemment, et je préciserai pourquoi je dis évidemment, que ma conception de l'amour a évolué avec le temps. Pourquoi évidemment? Parce qu'on n'aime pas exactement de la même façon quand on est adolescent, quand on est une personne d'âge mûr, et ça, je le découvrirai, je l'espère, quand on est une personne âgée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience de l'amour et plus généralement l'expérience humaine, l'expérience du rapport à l'autre, nous oblige à modifier notre conception de l'amour et notamment nos attentes vis-à-vis de l'amour. Alors, je vais fonctionner avec des catégories qui sont des stéréotypes, hein, donc c'est pas d'une précision scientifique, mais je pense que chacun pourra s'y retrouver. Je dirais que quand on est adolescent, on aime de manière passionnée et on aime en dépit de la réalité. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on pourrait appeler les amours impossibles ou les relations dysfonctionnelles ou les relations qui sont vouées tôt ou tard à échouer. Pourquoi? Parce qu'on ne se projette pas, on vit dans l'instant. Et l'instant, c'est le lieu de la passion. Ça donne des tragédies formidables comme Roméo et Juliette. Ça donne des romans vraiment beaux sans être toujours à l'eau de rose, hein. Il y a aussi, il y a aussi la dureté des sentiments parfois qui nous brûlent, hein, qui peuvent donner lieu à des fins tragiques. Mais je dirais que c'est ça la première conception de l'amour qu'on a quand on est jeune, cet amour passionnel où l'autre est notre absolu. Et puis je dirais que avec l'expérience, et pour moi la maturité va de pair avec l'expérience davantage qu'avec l'âge, hein, parce qu'on peut être âgé sans avoir beaucoup d'expérience et inversement. Avec l'expérience, on apprend que l'amour ne permet pas de franchir toutes les barrières. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que tu aimes quelqu'un qui habite en Australie. Bon, cette personne, elle a son travail en Australie, puisqu'aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, on peut être amené à voyager, à se déplacer et à s'expatrier. Si cette personne, elle a un métier qui la passionne en Australie et que toi, tu as tes attaches en France ou des impératifs familiaux qui t'obligent à rester en France ou peut-être des enfants que tu as eus dans une précédente relation, tu ne vas pas pouvoir fonctionner comme l'adolescent qui va se moquer, qui va être indifférent aux contraintes de la réalité. Tu vas être obligé de te faire une raison. Et se faire une raison, c'est intéressant, c'est l'âge de raison, c'est la raison qui s'oppose à la passion, c'est la raison qui canalise la passion. Donc il y a peut-être certaines formes d'amour-passion qu'on s'interdit, ou en tout cas qu'on envisage de manière plus prudente quand on gagne en expérience. Donc je dirais qu'il y a ça. Et puis il y a aussi peut-être le fait que avec l'expérience peut venir une forme de désenchantement, une forme de désillusion, c'est-à-dire l'idée que
l'amour ne doit pas être le centre de gravité de notre existence. Quand je dis l'amour, j'entends au sens de l'amour vis-à-vis d'un partenaire euh, dont notre bonheur dépendrait. L'idée que c'est l'autre qui devrait nous rendre heureux. Et ça, je pense que ça peut conduire à énormément de souffrance. Les personnes qui attendent de l'être aimé, que l'être aimé les rende heureux. Déjà parce que ça crée une situation de dépendance, et puis ça crée énormément de pression sur le partenaire. C'est-à-dire qu'en fait, même si on ne le lui dit pas comme ça, on lui fait sentir que sans lui, on est perdu, ou que sans lui, on n'est plus rien, ou que notre vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et je pense que ça, c'est un type d'amour qui peut très vite devenir dysfonctionnel. Et si on s'en écarte pas à un moment ou à un autre, eh bien, on est condamné à reproduire des situations d'échec amoureux. Je pense qu'une bonne vision de l'amour, si on veut être heureux, et je le précise parce que on peut faire comme John, le personnage du meilleur des mondes d'Huxley, on peut revendiquer un droit au malheur, hein, puisque Hmm. le malheur fait partie de l'humanité. Mais si on cherche plutôt à être heureux, je pense qu'il faut se détacher de cette idée que l'amour dépend de l'autre. Ou bien déplacer sa définition de l'amour et se dire qu'on peut aimer quelqu'un sans rien attendre en retour, c'est-à-dire sans attendre d'être aimé en retour, ou en tout cas sans attendre que cette personne se conforme à nos attentes vis-à-vis d'elle. Autrement dit, aimer gratuitement. Et ça, c'est une forme d'amour que je trouve extrêmement mature, extrêmement sage. Et je pense que si le but de l'existence, c'est d'essayer de s'élever, notamment spirituellement, ça me semble être une bonne direction d'aller vers cet amour gratuit qui n'attend rien en retour. Ouais. En fait, si je résume ce que tu viens de dire, en grandissant, tu t'es rendu compte que l'amour suffit pas. Voilà, malheureusement, dans l'histoire d'amour, l'amour ne suffit pas. Il y a un certain fantasme collectif qui voudrait que le couple apporterait le bonheur qu'on attend tous et que le partenaire comblerait voilà, ce vide en nous, cette Ouais. solitude. Et finalement, Mais cette c'est attente très, très dangereux rend malheureux. de penser ça et de présupposer ça, parce que, tu sais, quand on utilise le verbe s'accomplir, on s'accomplit dans la vie. Et généralement, pour s'accomplir, on entreprend des choses, on construit des choses, on fait des choses, mais quelque part, ça ne repose que sur nous. Quand on cherche à s'accomplir amoureusement, qu'on le veuille ou non, on donne une partie de la pression et de la difficulté au partenaire. Et donc, on fait reposer sur lui une responsabilité qu'il n'a pas. Parce que nul n'a la responsabilité de nous rendre heureux si ce n'est nous-mêmes. C'est très difficile de prendre l'autre en otage de notre propre bonheur. C'est très difficile pour lui, mais c'est très difficile pour nous. Parce que ça veut dire qu'on s'expose à tout moment à la déception. On s'expose à tout moment au ressentiment envers la personne dont on va considérer qu'elle n'aura pas rempli sa mission de nous rendre heureux. Et c'est ce qui fait que très souvent, l'amour se transforme en haine. Qu'est-ce que c'est la haine? C'est un amour déçu. C'est un amour qui s'est retourné contre nous. Et donc, on en veut à l'autre parce qu'on en veut à soi-même d'avoir attendu de l'autre qu'il se comporte comme on voulait qu'il se comporte. D'ailleurs, parfois, c'est même pas l'autre qui est fautif dans cette déception, c'est nous-mêmes qui avons des attentes contradictoires. C'est-à-dire que il y a certaines situations amoureuses où quoi que fasse l'autre, on va projeter sur lui nos propres insécurités. Je prends l'exemple de jaloux au sens quasi pathologique. L'autre aura beau lui prouver jour après jour sa fidélité, le fait qu'il ne court aucun risque d'être trompé, eh ben, si la personne est jalouse, elle trouvera des raisons d'être jalouse. Ça pourra être dans le fait que le partenaire est en train de regarder quelque chose sur son téléphone. À qui tu parles? C'est la personne qui est sur Instagram, il y a une photo d'une personne un petit peu dénudée en maillot de bain. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi il y a ça sur ton fil d'actualité? Tu vois, donc il y a toujours des raisons de manifester sa jalousie si on est quelqu'un de jaloux, indépendamment du comportement du partenaire. Et d'ailleurs, là où ça peut créer une situation extrêmement toxique, c'est quand le partenaire, soucieux de l'autre, c'est-à-dire ne voulant pas rendre l'autre jaloux, va essayer de justifier ses moindres faits et gestes pour rassurer la personne en lui disant mais non, t'inquiète pas, j'étais juste en train d'envoyer un message à ma sœur pour le repas de dimanche. Non, non, t'inquiète pas, c'est sur mon fil d'actualité, mais parce que j'ai regardé pour m'acheter un maillot de bain. Enfin, tu vois,
on n'a pas besoin de justifier normalement ce genre de choses. Quand je dis normalement, je veux dire selon un schéma sain. Parce que Mm. Oui, puis c'est sinon, sans fin. Enfin, je veux dire, si la personne est voilà, insécure, t'auras beau le rassurer, en fait, tout à c'est un fait. puits sans fond, quoi. C'est ça. C'est indépendant, si tu veux, des critères selon lesquels on juge que l'autre fait ou pas quelque chose de mal. C'est pas la question de qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on refuse. C'est la question du cercle infernal, du cercle sans fin, de cette logique de possessivité dans laquelle on rentre et qui fait qu'on fait vivre à l'autre un enfer. Et donc Mm. c'est pour toutes ces raisons-là que je pense que faire dépendre son bonheur, puisque c'était la question dont on partait, faire dépendre son bonheur de la personne qu'on aime, dans tous les cas, c'est risquer de saboter son propre bonheur alors même qu'on prétend y travailler. Et d'ailleurs, il y a un psychologue autrichien sur qui j'ai fait un épisode qui s'appelle Paul Václavic, et lui, il parle de ça, il parle de... il a écrit un livre qui s'appelle Faites vous-même votre malheur, et en fait, il explique comment faire pour se rendre malheureux au quotidien, et notamment à Mhm. travers nos relations amoureuses ou euh, nos relations humaines en général. Et il dit, bah oui, parce que quand on vous explique comment être heureux, de toute façon, vous n'écoutez pas les conseils. Donc je vais vous expliquer comment être malheureux, et peut-être que là, ça va vous parler, que vous allez vous rendre compte des schémas toxiques et des comportements qui vous rendent malheureux. Je pense qu'en amour, on est les spécialistes pour se rendre malheureux. Ouais. Il y a une phrase du philosophe André Conspanville que j'aime bien, qui disait que dans un couple, en fait, c'est deux solitudes qui s'inclinent l'une devant l'autre. Et je trouve ça, enfin déjà assez joliment dit. Et encore une fois, bah voilà, en fait, il faut pas attendre du couple qui nous sauve d'une autre solitude, puisque par définition, on est seul dans la vie, parce que bah, personne ne peut vivre à notre place, personne ne peut aimer à notre Exactement. place. Exactement. Et puis, de la même façon que moi, je ne sais pas de quelle couleur tu perçois le monde, tu sais, c'est le fameux test où on te montre une robe et tu dois dire de quelle couleur elle est, et puis tu te rends compte que selon les individus, ben, on voit pas les Mm. mêmes couleurs. Et ben, de la même façon, l'amour que tu vis, tu ne sais pas s'il est vécu de la même façon chez ton partenaire. Tu ne sais pas ce que ton partenaire ressent, tu ne sais pas à quoi il pense, tu ne sais pas ce qu'il vit. Et quelque part, tant mieux, parce que ça s'appelle l'altérité, et c'est ce qui rend possible la rencontre. Mais la rencontre, quand on dit deux choses sont à l'encontre l'une de l'autre, la rencontre, ça veut dire qu'on se regarde, mais on ne peut pas aller plus loin que ce regard. Parce que qu'est-ce qu'on va mettre derrière le regard, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans l'âme de l'autre, on va mettre ce qu'on y projette soi-même. Autrement dit, ce qu'on ressent soi-même. Et c'est pour ça que les amours passionnels peuvent donner lieu à des tragédies, parce que instinctivement, on projette son amour dans l'autre, on pense qu'il vit la même chose que nous, et quand on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, et tu as bien noté, j'ai dit quand on s'aperçoit, et non pas si on s'aperçoit, parce que c'est toujours le cas. Quand on Mm. s'aperçoit qu'il ne vit pas l'amour de la même façon, ben c'est comme si quelque chose était brisé. Mais ce quelque chose ne s'est brisé que parce qu'on lui a donné la possibilité de se briser, c'est-à-dire que parce qu'on a présupposé que l'autre devait ressentir la même chose que nous. Or, l'amour est asymétrique par essence. Pas forcément asymétrique au sens où il y en a un qui aime plus que l'autre, même si c'est souvent le cas, mais c'est pas quantitatif. L'amour se vit différemment. Parce qu'on ne vibre pas exactement pour les mêmes choses. On n'a pas tous exactement les mêmes besoins émotionnels, affectifs. On n'a pas le même rapport à ce que c'est que le couple. Est-ce que le couple, c'est une unité ou est-ce que c'est une association, une coopération, une équipe? Est-ce qu'on conçoit les rôles comme devant être complémentaires ou comme devant être identiques? Tu vois? Et ça détermine énormément de choses dans, j'allais dire, l'expérience pratique du couple. Est-ce que je veux qu'on fasse des choses ensemble ou est-ce que je veux qu'on ait chacun nos activités pour pouvoir mieux se retrouver, pour pouvoir davantage échanger, etc. Hein, comme on dit, qui se ressemble s'assemble, mais les contraires s'attirent. Donc finalement, c'est à chacun de trouver sa Mm. formule. Est-ce que pour toi, on choisit de tomber amoureux? Alors non, clairement pas. On ne choisit pas de tomber amoureux, on choisit ce qu'on fait de cet amour. On ne choisit pas de tomber amoureux parce que l'amour est irrationnel par essence. L'amour ne se commente pas, il se vit, j'oserais presque dire, il se subit. La preuve, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui nous fait du mal. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple. On peut tomber amoureux de quelqu'un qu'on ne trouve pas beau. Ou de quelqu'un qui ne remplit pas, tu sais, les critères, les fameux critères de sélection qu'on veut s'appliquer. Hein.
ces critères pouvant être plus ou moins extravagants et avoir plus ou moins de sens et de valeur, hein. Mais ça regarde chacun. Moi, je suis comme Kant quand il parle du bonheur. Kant dit le bonheur n'est pas un objet de pensée, c'est un objet d'imagination. Autrement dit, chacun sa conception du bonheur. Moi, je réponds de la même façon, chacun sa conception de l'amour. Pour moi, il n'y a pas le bon amour, le mauvais amour, le vrai amour, le faux amour. Mais toujours est-il que on peut aimer malgré soi quelqu'un. Et quand je dis aimer malgré soi, ça veut dire bien souvent malgré la raison. Tu sais, c'est quand tu te mets en couple avec quelqu'un et que tu demandes à tes amis ce qu'ils pensent de lui, et puis qu'on te dit, bon, moi, je le trouve pas génial, tu vois, ou je pense que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ou bon, ça c'est souvent quand la relation évolue, généralement dans le mauvais sens du terme, que on a des amis qui commencent un peu à nous dire, voilà, tu ne devrais pas aimer cette personne. Ben, merci pour l'information. Mais sauf que c'est pas moi qui décide. Je ne décide pas d'être amoureux. Qu'est-ce qui fait qu'on est amoureux? Je pense qu'il y a tellement de paramètres qu'il n'y a pas de formule, tu vois, mathématico-chimique pour expliquer l'amour. C'est lié à énormément de choses. C'est lié à l'enfance, c'est lié à l'éducation, c'est lié à notre sensibilité personnelle, c'est lié aussi parfois au contexte, à la situation. Tu sais, il y a une théorie que j'aime bien, il faudrait retrouver la source. C'est l'idée que plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on développe de chances de tomber amoureux de cette personne. Euh, Raison pour laquelle la plupart des relations se créent sur le lieu de travail. Parce que c'est là où on partage finalement le plus de temps avec des gens, hein. Quand tu passes 8 heures par jour avec les mêmes personnes, eh ben, c'est avec elles que tu passes le plus de temps, par définition. Davantage même qu'avec tes enfants, puisque la plupart du temps, quand tu rentres le soir, ils vont se coucher au bout de 2-3 heures. Donc il y a aussi cet aspect de plus je passe de temps avec quelqu'un, plus ça veut dire que je partage avec cette personne un socle d'existence quotidienne commun. Et donc, plus je fais partie du même monde, tu vois. Alors, on peut tomber amoureux de quelqu'un qu'on croise dans la rue, c'est la formidable chanson des passantes de Brassens, hein, elle-même inspirée d'un poème de Baudelaire. C'est cet amour fugace, cet amour furtif qui passe par un frôlement de peau sur l'escalator du métro ou pendant un voyage en train. Mais sauf que c'est pas ça qu'on appelle l'amour au sens de relation amoureuse, hein. On relie souvent, presque instinctivement, l'amour à la relation, c'est-à-dire ça doit déboucher sur quelque chose, même si c'est sur quelque chose d'éphémère, une aventure sans lendemain. Donc les raisons pour lesquelles on tombe amoureux sont multiples, mais elles sont irrationnelles. Et tu sais, la fameuse phrase qui résume ça, même si elle ne veut pas du tout dire ça, c'est la phrase de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. En fait, elle ne veut pas du tout dire ça à la base, cette phrase. Euh, c'est une phrase qui parle de la foi en Dieu. En fait, Pascal explique que la foi en Dieu, elle ne s'explique pas, elle ne se démontre pas, parce qu'elle est au-delà de la raison. Et c'est pas ça que veut dire la phrase de Pascal, mais on peut quand même l'appliquer à l'amour, parce que ça fonctionne aussi. C'est très dur d'expliquer pourquoi on aime quelqu'un. Tout ce qu'on peut faire, c'est décrire cet amour. Mais tu sais, il y a des personnes qui ont des défauts qui vont t'insupporter, et ces défauts-là, chez une autre personne, tu vas les accepter, voire tu ne vas pas les considérer comme des défauts. Ben, la différence, c'est l'amour, hein. On dit l'amour rend aveugle. C'est pas que l'amour rend aveugle, c'est que l'amour nous fait voir les choses différemment et nous fait accepter des choses qu'on n'accepterait pas chez d'autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tous un biais de complaisance. On est toujours plus tolérant et compréhensif à l'égard des gens qu'on aime qu'à l'égard des gens qu'on n'aime pas. Tu vois, les gens qu'on n'aime pas, on trouve toujours des raisons de les accabler. Les gens qu'on aime, on va toujours trouver des raisons de les défendre, même s'ils ont commis exactement le même acte. Voilà. Donc je pense qu'on ne décide pas du tout de tomber amoureux, mais je disais, on décide de ce qu'on fait de cet amour. C'est-à-dire que on décide si on veut construire une relation amoureuse, et notamment une relation exclusive, qui va déboucher ensuite sur le fait de bâtir une famille, par exemple, dans un schéma social conventionnel. Et on peut aussi choisir de vivre cet amour de manière alternative, c'est-à-dire de le vivre sans relation d'engagement, ou même ce qu'on appelle l'amour platonique, c'est-à-dire de ne pas consommer cet amour, et simplement de vivre, tu sais, ce charme indicible de la présence de la personne que tu aimes secrètement. Ça, c'est quelque chose qui existe, dont parlait Rousseau. Il disait, c'est l'imagination qui nous rend heureux davantage que la concrétisation de ce qu'on imagine. Et parfois, quand on aime quelqu'un sans vraiment connaître cette personne,
bah, c'est là qu'on est le plus dans l'imagination, dans le fantasme, dans l'illusion aussi. Hein, Rousseau dit bien que c'est une illusion, mais c'est une illusion consolatrice. Et il y a des personnes, hein, on en connaît presque tous autour de nous, qui aiment quelqu'un un peu secrètement, ou qui aiment quelqu'un tout en sachant que ça ne se fera jamais. Et quand ils parlent de cette personne, ils ont des étoiles dans les yeux et ça les rend heureux. Voilà. Donc ça, c'est une autre forme d'amour. C'est une autre manière, en tout cas, de traduire son amour, de le garder pour soi, et puis finalement, de ne jamais se lasser, parce qu'on ne peut pas se lasser de quelqu'un avec qui on ne vit pas. Puis peut-être on aime ça aussi, je sais pas, admirer quelqu'un, Bien sûr. le besoin d'aimer, le besoin d'admirer, c'est Bah, inhérent c'est au à moment nous. Ouais. où c'est au moment où la relation se concrétise que s'enclenche le compte à rebours de la déception. Parce qu'à partir du moment où tu vas non plus côtoyer l'image de la personne, mais la personne elle-même, la personne dans ce qu'elle est, c'est-à-dire dans sa manière quotidienne de vivre, bah, c'est à ce moment-là que tu vas la faire descendre de son piédestal, plus ou moins progressivement. Hein. Ça Mm. se fait pas du jour au lendemain. Hein. Mais tu sais, il y a beaucoup de séparations qui arrivent juste après le mariage. Alors ça, c'est passionnant. Parce que des personnes peuvent attendre 5 ans, 8 ans, 10 ans avant de se marier, mais se séparer juste après s'être mariés. Sans Il qu'il y ait y a un rien. biais psychologique à ça, je Bien pense. sûr, Le fait de se sentir enfermé, d'avoir perdu sa liberté, ça peut exactement, angoisser plus d'un. de se dire que ça a été officialisé institutionnellement, socialement, symboliquement, et puis de se rendre compte qu'on va potentiellement se lever tous les matins aux côtés de la même personne. Il y a certaines personnes pour qui il faut attendre le mariage pour qu'elles s'en rendent compte. Voilà. Mm. Puisque avant ça, tu peux l'imaginer, mais tu n'y es pas obligé. Alors qu'un mariage, c'est un contrat. Mm. Alors que c'est quoi le contrat? Le contrat, c'est quand on fait rentrer l'irrationnel dans la culture. C'est-à-dire, le mariage, au départ, enfin au départ non, parce que j'allais dire au départ, ce sont deux personnes qui s'aiment. Aujourd'hui, hein. Par le passé, l'amour était un bonus ou un malus, hein, si on n'était pas du tout amoureux par exemple. Mais c'était pas la condition sine qua non. Hein. C'était d'abord des arrangements familiaux et de caste. Mais donc, désormais, on va dire que ça part de l'amour. Très bien, ça part de l'amour, mais l'amour en tant que tel, on l'a vu, c'est irrationnel. Et l'amour n'a pas de, il y a pas d'obligation dans l'amour avant d'avoir contractualisé cet amour. Donc deux personnes qui s'aiment, au départ, elles ne se doivent rien. C'est dès lors qu'elles définissent leur relation qu'elles commencent à se devoir des choses. Et donc c'est là qu'on rentre dans le contrat. Alors, par exemple, deux personnes décident de se mettre en couple. C'est pas automatique. Hein. Tu peux avoir une relation amoureuse, une relation sexuelle avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es en couple. Ça veut dire que tu es en couple à partir du moment où tu l'as formulé, d'une façon ou d'une autre, même si c'est de manière tacite, indirecte. En tout cas, il faut le signifier. Et si les deux personnes sont d'accord à ce moment-là pour entamer une relation de couple, elles sont unies par un contrat symbolique, qui n'est pas un contrat euh, je dirais, institutionnel, administratif. Hein. Et à ce moment-là, elles n'ont plus tous les droits. C'est-à-dire, elles n'ont plus le droit d'aller voir ailleurs. Elles n'ont plus le droit de considérer l'autre comme une personne sans importance et sans valeur. Non, elles se doivent des choses. Hein, si tu es en couple avec quelqu'un qui oublie ton anniversaire, bah, tu estimes qu'il a manqué à son devoir. Des choses comme ça. Bon. Et donc, on contractualise, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a engagement et donc qu'il y a devoir. Et souvent, les mariages qui échouent, c'est pas nécessairement l'échec de l'amour, c'est bien souvent l'échec de l'engagement. Ça veut dire que un des deux au moins a fait quelque chose qui, qui n'était pas prévu par le contrat, voire qui était interdit par le contrat. Et ça va donner lieu à une séparation. Non pas au nom de l'absence de sentiments, on peut très bien se séparer de quelqu'un qu'on aime encore et qui nous aime encore, mais simplement la personne n'aura pas respecté le contrat. C'est pour ça, moi, j'ai fait un épisode sur l'île de la tentation pour parler de l'infidélité comme cause de séparation. Et je posais cette question naïve, mais c'est quoi le problème dans l'infidélité finalement? Ben, le problème dans l'infidélité, c'est que tu casses un contrat, et que donc, quand tu casses un contrat, tu dis à l'autre que l'autre ne peut plus te faire confiance.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le mot fidèle, ça vient Mm. de fides, qui veut dire foi, confiance, comme dans confident, hein, se confier. On se fie à quelqu'un, on lui fait confiance. Donc c'est tromper l'autre, en fait, ça veut pas dire coucher avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire trahir sa confiance. Mais il y a mille et une façons de trahir la confiance de quelqu'un. Autrement dit, il y a mille et une raisons pour lesquelles l'autre peut se sentir trompé, hein. On se fait tromper parce qu'on s'est trompé sur ce que l'autre euh, pouvait ou ne pas faire, était capable ou non de faire. Donc la confiance, c'est l'engagement ultime parce que c'est un engagement aveugle. On fait confiance à quelqu'un, même si on n'a aucune raison de lui faire confiance, puisque on peut pas être sûr à 100% qu'il ne la trahira jamais. Ouais, on pourra revenir plus tard sur le sujet de la fidélité, mais je reviens juste à ce que tu disais avant sur le fait qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. J'ai quand même l'impression que souvent on tombe amoureux du même type de personne. Peut-être que inconsciemment, voilà, chez telle personne, eh ben, il y a une façon de se mouvoir, de parler, une caractéristique physique même qui nous rappellerait en fait l'un de nos parents. Il y a pas mal de ça quand même. Oui, ou un parent, ou une figure masculine ou féminine de notre enfance, hein, parce que des fois ça peut aussi se déporter. Mais alors justement, je te répondrai Aurélia que si on est souvent amené à répéter les mêmes schémas amoureux, c'est-à-dire en gros à aller vers le même type de personne, hein, avec tout ce que ça peut avoir aussi d'un peu vague, bah, c'est justement la preuve qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Parce que si on pouvait Mm. choisir de qui on tombait amoureux, on ne retomberait pas amoureux de personnes qui nous ont fait souffrir par le passé. Tu vois, c'est justement Ouais. c'est là que si on avait un libre arbitre au niveau des sentiments, je pense que c'est là qu'il se verrait. Il se verrait dans la diversité qu'on pourrait trouver dans nos partenaires. Et si on observe une sorte de régularité, de récurrence dans nos types de relations, c'est précisément parce qu'on ne choisit pas, c'est précisément parce qu'on est peut-être déterminé à aller vers un type de personne au-delà de toute raison. Encore une fois, au-delà de toute rationalité. Et on parlait dans notre précédent podcast du masque social, de la question du paraître. Est-ce qu'il ne se retrouve pas non plus dans le couple, je pense notamment aux applications de rencontres, Ouais. ou même, enfin, hors applications de rencontres, hein, mais on est quand même pas mal à avoir certains critères, hein, ça peut être, je sais pas, d'un point de vue esthétique, Mhm. voilà, moi je veux un grand, je veux Mhm. qu'il ait fait de bonnes études, qu'il soit de bonne famille. Au final, il y a aussi cette question du paraître qui se retrouve dans le couple et au final, c'est quelque part aussi un choix conscient alors. Bien sûr. Le paraître, je dirais que c'est le ticket d'entrée. C'est-à-dire, c'est le premier critère de tri de la plupart des gens. J'entends que certaines personnes répondront qu'elles ne sont pas du tout attachées au physique. Je dirais que je n'y crois pas. Je crois qu'on peut ne pas être attaché à la beauté physique. À la beauté physique au sens des critères, des canons de beauté, disons, conventionnels, les plus courants, les canons dominants à une époque. Ça, je veux parfaitement l'entendre. Donc de ce point de vue-là, on a tous des goûts différents, ça c'est vrai. Mais il n'empêche qu'il y a quand même chez la personne, d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui nous attire en elle. Parce que sinon, pourquoi on irait vers elle si on n'était pas attiré? D'accord. L'attraction, c'est un phénomène physique qu'on vit quand on est amoureux ou quand quelqu'un nous plaît, disons. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui nous plaise pour qu'on y aille. Donc on n'est jamais indifférent au physique. Maintenant, il y a l'idée de se valoriser, de valoriser son image sur les réseaux sociaux. Bon, là encore, moi, ça ne me choque pas parce que, comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on veut trouver quelqu'un à qui l'on plaît, on a plutôt intérêt à se valoriser, ou en tout cas à se montrer sous un jour valorisant. De la même façon que si tu vas en rendez-vous galant avec quelqu'un et que tu commences à faire connaissance, bah, tu vas plutôt montrer une image positive de toi et attendre un peu avant de lui montrer tes défauts. C'est-à-dire que tu vas Bien sûr. essayer. Pardon. Bien sûr, oui. Voilà, je pense qu'on est tous comme ça. Tu vas plutôt essayer d'avoir, je sais pas moi, des propos intéressants, le sens de l'humour, d'être prévenante, de faire des beaux sourires. Tu vois, donc, même si c'est inconscient, bien sûr, hein, mais la séduction, de toute façon, c'est l'art du détournement. C'est l'art du faux semblant, hein. Séduire, ça veut dire détourner étymologiquement. C'est pour ça que le serpent dans le jardin d'Éden,
on lui prête comme qualité la séduction, parce qu'il a détourné Adam et Ève de leur devoir envers Dieu. Et donc, quand tu séduis, tu mens. Mais quand je dis tu mens, ça ne veut pas dire que tu mens intentionnellement, pour nuire, de façon calculée. Pas du tout. Ça veut dire que il y a une facette de toi qui prend le dessus sur la facette, disons, plus quotidienne et plus banale. Donc, tu mets en avant, voilà, pour ça qu'on s'habille bien, on se coiffe, on se parfume. Ah oui, c'est tout, c'est le principe de la parade nuptiale. Hein, le pan Mhm. fait la roue, les êtres humains se préparent dans la salle de bain. Mais c'est exactement la même chose. Et donc l'idée, c'est que au départ, on mise sur l'image parce que c'est le ticket d'entrée pour pouvoir aller à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quand on va boire un verre ou se balader dans un parc ou peu importe, mais qu'on commence à échanger. Qu'est-ce qu'on échange? On échange des paroles, on échange du verbe. Et qu'est-ce qui s'exprime dans le verbe? C'est la pensée, c'est l'esprit. Donc on passe du corps, qui est la porte d'entrée, à l'esprit. On se dévoile. Dévoiler, ça veut dire on montre qui l'on est. Hein. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte si l'attirance se confirme ou pas, c'est-à-dire si la personne nous plaît. Hein, parce que qui n'a jamais cru rencontrer l'âme sœur sur la base d'une photo pour finalement se rendre compte que ça n'allait pas du tout au bout de 2 minutes d'échange de paroles? Parce que ça se sent. Parce qu'il y a des choses qui relèvent de l'esprit et qui relèvent, je dirais, de l'invisible qu'on ne peut constater que quand on communique avec la personne. Et c'est pour ça que moi, ça ne me choque pas qu'on essaye de se mettre sur son 31, qu'on essaye de se montrer sous son meilleur jour sur les réseaux sociaux, étant entendu d'ailleurs que se mettre sous son meilleur jour pour toi, pour moi, pour le voisin ou pour qui tu veux, ça ne voudra pas dire la même chose. J'entends par là que quelqu'un qui va être, par exemple, attiré par, tu sais, par les intellectuels, par les gens cérébraux, va plutôt se mettre en scène dans un environnement qui inspire ça, qui inspire la réflexion, la culture. Donc, par exemple, elle va se prendre en photo dans une bibliothèque, tandis que d'autres vont se prendre en photo devant une belle voiture, ou sur un bateau, ou d'autres en train de faire du sport. Parce qu'en fait, c'est ça qui est valorisant pour eux. Parce que leur modèle de vie idéal, c'est ça. Et donc, ils se disent que la personne qui va tomber amoureux d'elle, qui va tomber amoureuse d'elle, pardon, c'est une personne qui aimera aussi ça. Et après, c'est chacun fait son tri. Disons que tant qu'on n'est pas en discordance avec notre vrai environnement, quand on n'est pas totalement en décalage entre l'image qu'on projette et ce qu'on est réellement, je ne pense pas qu'on est sur de la publicité mensongère. Alors qu'il est évident que si tu te mets en photo sur les réseaux sociaux avec une photo complètement retouchée qui fait qu'on ne te reconnaît même pas quand on te rencontre au lieu de rendez-vous, là, ça pose problème. Parce que là, ce n'est pas que tu auras voulu te valoriser visuellement. Là, c'est que tu auras menti. Tu auras menti sur qui tu étais. Et là, je peux comprendre effectivement que la personne dise non, ce n'est pas avec toi que j'ai accepté d'aller boire un verre. Là, tu as menti et je ne veux pas qu'on aille plus loin. Est-ce que pour les gens qui sont en couple depuis allez, 5, 10, 15, 20 ans, Mhm. tu crois les gens qui disent qu'ils sont amoureux de la personne comme au premier jour? Oui, je crois Ah qu'il y oui? en a. Oui, oui, je crois. Je crois. Comme quoi, tu vois, Ouais. j'ai commencé par un discours qui pouvait paraître extrêmement désabusé. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je connais des personnes, même si évidemment je ne suis pas dans l'intimité de leur chambre à coucher, mais je les connais depuis suffisamment longtemps et de manière suffisamment proche pour savoir que les sentiments, alors dire comme au premier jour, c'est un bien grand mot, hein, parce que bon, Mm. déjà, il faut, je pense que les sentiments se construisent. Hein, ils ne tombent pas. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de faire juste une parenthèse sur la différence, selon moi, entre tomber amoureux et aimer. Amy, ouais. C'est-à-dire que, bon, tomber amoureux, pour moi, c'est l'amour-passion. C'est l'amour, finalement. C'est la porte d'entrée. Ouais, c'est l'impression que la personne suscite en toi, ce qu'elle dégage pour toi, avant même de la connaître. Mm. Et je dirais que l'amour, c'est au contraire ce qui se construit au fur et à mesure que tu connais la personne. Et Donc, puis de ce c'est point de peut-être vue, ce qui reste quand la passion amoureuse s'en ouais, va. plus que ce qui reste, vraiment ce qui se construit. Parce que Mm. pour moi, je dis pour moi parce que euh, là encore, hein, chacun aura sa conception, mais je pense que l'amour qui dure est un amour qui a besoin que l'autre soit compris pour être Mm. accepté tel qu'il est.
pour, par exemple, ne pas être déçu ou ne pas prendre personnellement des choses qu'il fait et qu'on aurait préféré qu'il ne fasse pas. Tu vois, des choses comme ça. Plus on aime, plus on veut laisser libre. À l'inverse, plus on est amoureux, plus on veut contrôler. Mm. Parce que être amoureux, c'est être amoureux de l'image qu'on s'est forgée dans sa tête. Donc c'est être finalement en rapport avec soi-même. Être amoureux, c'est exclure l'autre. C'est lui. Finalement, c'est le priver de sa liberté. C'est C'est le. l'amour par concupiscence. Oui, alors je dirais plutôt que c'est l'amour-passion au sens d'amour-possession. Alors là, si je devais donner une petite référence philo pour ceux que ça intéresse, c'est Sartre qui a beaucoup parlé de ça. J'aime beaucoup sa manière de présenter les choses. Il explique que l'amour, c'est vouloir posséder l'autre comme être libre. Et il en aboutit à cette conclusion, avec laquelle je suis d'accord, que c'est une équation impossible à résoudre. Bah, c'est tout le paradoxe de l'amour, c'est-à-dire qu'à la fois, on veut garder son indépendance, on veut rester libre, mais d'un autre côté, on veut posséder l'autre, l'autre nous appartient. Alors, même si dans l'absolu, c'est faux, Alors, il y évidemment. a ce que tu dis, il y a le fait de priver l'autre de ce qu'on veut conserver pour soi, et donc de refuser pour l'autre ce qu'on s'accorde à soi. Mais il y a encore quelque chose de pire, c'est que pour aimer quelqu'un, on a besoin que ce quelqu'un soit libre, et Mm. donc s'il est libre, il est libre de nous décevoir, de nous tromper et de partir. Mais en même temps, parce qu'on l'aime, on veut le posséder, c'est-à-dire, on veut l'empêcher de nous tromper, de partir, etc. Pourquoi on a besoin que l'autre soit libre? Parce que c'est finalement c'est là que tout s'explique et que tout se joue. Parce qu'on ne tombe pas amoureux d'un automate. Parce qu'on ne tombe pas amoureux de quelqu'un qui nous aime sans qu'on ait rien fait pour qu'il nous aime, qui Bien sûr. continue de nous aimer malgré nos trahisons, malgré nos maltraitances, malgré tout ce qu'on fait de mal, quoi. On a besoin que la personne soit libre à un moment donné, au sens libre de se révolter contre ce qu'on lui fait subir. Une personne qui accepte tout, qui dit toujours oui à tout, d'une certaine façon, il y a moins de plaisir à l'aimer. Ouais, et puis, enfin, c'est vrai que quand j'étais plus petite, avec mes cousines, des fois, on pouvait se dire ah, on aimerait bien avoir une potion magique pour que notre amoureux, voilà, nous aime en retour. Mais au final, s'il y avait une potion magique, cet amour n'aurait plus de valeur. Mais oui, Mm. et Mm. exactement, déjà, il y a ça. Alors ça, justement, Sartre, il en parle. Il dit qu'en fait, si on pouvait obliger l'autre à nous aimer, on cesserait de l'aimer. Parce que à ce moment-là, il ne nous aimerait que parce qu'on l'y a obligé. Mm. Donc c'est sans valeur. Donc c'est dans ce sens que l'autre a besoin d'être libre pour qu'on l'aime. Ça, c'est le premier plan. Bon, maintenant, tu me diras, avec l'apparition des avatars par IA, j'ai l'impression que certains commencent à tomber amoureux, à développer des sentiments pour des avatars et des hologrammes. Là, Ouais, on c'est va encore dire un que autre sujet. ça rebat encore les. Ouais. Oui, oui, ça existe. Hein. Mm. Euh, j'ai vu ça dans mes suggestions de fil d'actualité Instagram, mais je me Ouais, sens pas la cible. concerné. Hein. Mm. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que ça existe et que ça se développe. En même temps, une IA, ça peut imiter tellement bien l'être humain que ça peut créer l'impression que l'avatar est libre, au sens où il prend des initiatives, il est imprévisible. Hein. Comment est-ce qu'on mesure la liberté au niveau humain? On la mesure à l'imprévisibilité. C'est-à-dire le fait qu'à tout moment, tu puisses faire quelque chose que je n'avais pas prévu que tu fasses. Voilà. Mais ça, c'est stimulant, l'imprévisibilité. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les relations de couple, et on en parlait juste avant, peuvent durer longtemps. C'est quand il y a, dans une relation longue, une petite part de surprise journalière ou une petite part d'imprévu journalier. Hein. C'est la surprise qui entretient l'amour davantage que l'affection au sens physique du terme, même si ça compte, l'affection. Mais ce que je veux dire, c'est que la surprise, ça donne l'impression qu'on ne connaissait pas totalement la personne parce qu'on n'a pas su l'anticiper. On n'a pas su anticiper le bouquet de fleurs, on n'a pas su anticiper l'invitation au cinéma le soir, alors qu'on pensait faire la lessive et coucher les enfants. Tu vois, toutes ces petites choses qui nous font sortir de ce qui était prévu. Voilà, c'est ça qui entretient l'amour. Et donc, Ouais, ou l'imprévisibilité, c'est la liberté. des projets communs. Oui, voilà, bien sûr. Mais les projets communs, ça peut encore relever, si tu veux, de la construction rationnelle. C'est-à-dire, on va, par exemple, planifier des vacances.
c'est quelque chose qui va effectivement nous faire sortir du quotidien, mais ça reste quelque chose, si tu veux, qu'on anticipe parce qu'il faut bien l'organiser. Mais Ok. la Mm. surprise qui peut C'est être la la clé. surprise d'aller chercher le pain au chocolat à 7 heures du matin, dans le froid hivernal, et de se réveiller, de trouver un petit déjeuner préparé sur la table, alors que ça n'arrive pas régulièrement, bah ça, c'est la surprise qui va, qui va raviver la flamme, comme on le dit. Moi, je retiens la surprise. Mais c'est c'est pour ça que très souvent, le, le regain amoureux dans un couple n'est pas lié à une démonstration extraordinaire de sentiments. Si tu veux, c'est pas acheter une bague avec un diamant ou c'est pas ça. C'est le geste qui témoigne du fait que tu as pensé à l'autre et que tu as fait quelque chose à quoi il ne s'attendait pas, c'est-à-dire quelque chose que rien ne t'oblige à faire. Tu vois. Mm. Et c'est là que se manifeste aussi la liberté. La liberté, c'est la liberté de faire quelque chose pour l'autre ou bah, de ne pas le faire. Et c'est-à-dire de considérer que l'autre est là, un peu comme un meuble est là. C'est-à-dire, je me couche, il est là, je me réveillerai demain, il sera encore là. Voilà. Et ben ça, c'est pas bon pour l'érotisme. Et quand je dis érotisme, c'est au sens, là encore, littéral du désir. Eros, Mm. désir. C'est pas bon pour le désir, parce que le désir a besoin de nouveauté. Mais la nouveauté, c'est pas forcément la voisine, le voisin ou la personne sur ton lieu de travail. Hein, la nouveauté, c'est ce à quoi tu ne t'attendais pas et que l'autre a pourtant fait. Bah, l'autre, à chaque fois qu'il te fait quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas, il est un peu différent de ce dans quoi tu l'avais mis mentalement, donc, il est un peu plus libre que la case dans laquelle tu l'avais enfermé. Et je pense que c'est ça qui détermine en grande partie aussi le- l'endurance du sentiment amoureux. Ouais. Est-ce que pour toi, l'amour existe vraiment au final ou... Enfin, je parle plutôt de l'amour passionnel, l'amour du début. Ou Ouais. est-ce que tu vois, c'est plus un cocktail chimique Mhm. créé par l'organisme pour se faire se reproduire et perpétuer l'espèce humaine? Ah bah c'est super intéressant que tu parles ça parce que j'adore cette question, j'adore ce Mm. sujet et je réponds sans hésiter les deux. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de l'amour, on parle bien de l'amour entre deux partenaires, hein, on parle pas de l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, hein. Parce que bon, c'est ça le problème en français, c'est que le mot amour, il veut tout dire à la fois. Mm. On aime sa femme, on aime son enfant, on aime les entrecôtes, et on aime, je sais pas moi, écouter des podcasts. Bon, quand on parle d'amour au sens attirance physique, débouchant ensuite sur un contrat conjugal qui soit officiel ou non officiel, hein, eh ben, c'est à la fois un sentiment et à la fois une activité chimique. C'est-à-dire que si on analyse la chimie du cerveau de quelqu'un qui aime, eh ben, on voit comme on dit, des zones qui s'activent, des zones qui Mm. s'allument. Évidemment, parce que l'amour, en tant que sentiment, s'accompagne, voire est soutenu par une activité cérébrale. C'est-à-dire que c'est effectivement, comme tu l'as dit, l'activation de certains neurotransmetteurs comme endorphine, ocytocine, sérotonine, qui sont les hormones du bien-être et de l'amour. Bah, c'est ça qui s'active quand tu fais un câlin à quelqu'un. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit ce que je dis, c'est ce qui se passe littéralement. Hein, tu sais, Mm. le mouvement Free Hugs, les câlins gratuits dans la rue, c'est pas juste pour faire des vidéos virales, c'est quelque chose qui a été expérimenté. Le fait d'avoir un contact corporel avec quelqu'un, ça produit un sentiment de sécurité. C'est pour ça, cette manière d'enlacer, on dit embrasser d'ailleurs. Embrasser, ça veut dire Mm. prendre dans ses bras au départ. Hein. Mais toujours est-il que, pareil, quand tu fais l'amour avec quelqu'un, eh ben, tu vas développer l'hormone qui est, tu sais, l'hormone qu'ont les femmes au moment de l'accouchement, qui est l'ocytocine. Eh ben, il se trouve que c'est l'hormone de l'attachement. C'est quand même intéressant de se dire que le fait d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un produit une hormone qui fait que tu t'attaches à cette personne, que tu t'attaches sentimentalement. Donc ça va ensemble. C'est pour ça que je dis Mm. que c'est les deux. C'est pas l'amour ou les hormones, c'est les hormones, donc l'amour, donc les hormones. Euh, Quand on parle de relations purement sexuelles, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas. Je veux dire par là que pour que ce soit purement sexuel, il faudrait qu'on n'ait pas de cerveau.
C'est-à-dire, il faudrait qu'il n'y ait pas cette production d'ocytocine et donc cette production d'un lien d'attachement et ce renforcement du lien d'attachement, il faudrait que ça n'ait pas lieu pour que ce soit purement sexuel. Hmm. Et sauf qu'on est des animaux dotés d'un cerveau euh, dans lequel il y a des neurotransmetteurs qui s'échangent, des circuits électriques qui sont des informations psychologiques, émotionnelles, etc., qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe malgré notre volonté. Alors oui, je dis pas, on peut avoir une relation sans lendemain sans avoir eu le temps de tomber amoureux. C'est bien évident. Mais dire qu'il n'y a que du sexuel et qu'il n'y a absolument pas d'affectif, de sentimental ou d'émotionnel là-dedans, je n'y crois pas. Et j'y crois d'autant moins dans ce qu'on appelle les relations libres. Les Ouais, relations justement, libres, j'allais y venir, ouais. voilà. Oui, c'est Parce ce qui que, vient enfin, je naturellement. pense à Simone de Beauvoir et Sartre. Oui, Qu'est-ce que tu penses, toi, du couple non exclusif, donc à la fois fidèle sur le plan du cœur, oui, mais voilà, qui s'autorise une liberté pour aller voir ailleurs sur le plan oui. charnel, on va dire. Ouais, qu'est-ce que tu penses des couples non exclusifs? Est-ce que ça peut être une réponse à l'ennui du couple, Mhm. à un désir de liberté? Est-ce que c'est pour toi une solution ou est-ce que c'est jouer à un jeu dangereux plutôt? Alors déjà, je suis très heureux que toutes les questions qu'on traite depuis tout à l'heure ne soient pas envisagées sous un angle moral, mais bien sous un angle plutôt d'analyse et de signification, parce que voilà, si des gens s'attendent à ce qu'on donne des leçons de morale ou qu'on dise c'est bien, c'est Ah non. mal, qu'on soit dans le jugement, bon, je pense ils se sont trompés d'adresse, hein, c'est pas l'idée. Pour revenir sur Sartre et Beauvoir sont le parfait exemple euh, du problème de la relation libre, puisque Sartre et Beauvoir, l'un comme l'autre, ont théorisé la liberté individuelle et en particulier la liberté dans le couple. C'est-à-dire qu'ils dénonçaient la vision traditionnelle du couple telle qu'elle s'exprime notamment dans le mariage monogamique. Bon, à partir de là, ils étaient dans un schéma relationnel qui était une sorte de couple sans obligation. Autre, parce qu'en en fait, il y avait une obligation, et peut-être que c'est l'obligation la plus contraignante de toutes les obligations, pas d'obligation autre que celle de se dire lorsqu'ils avaient d'autres partenaires. C'était leur seule condition. Ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient, à la condition de ne pas se le cacher. Ça, c'était leur contrat. Pour ça, tout à l'heure, je disais que fidélité, infidélité, ça dépend des termes du contrat. Donc, ils C'est avaient vrai. le droit, puisque Simone de Beauvoir, c'est connu, hein, elle, elle recrutait des étudiantes pour les J'ai lu. présenter à Sartre, et Mm. Sartre était très content, évidemment, donc lui, il avait plutôt intérêt à ce que ce schéma continue. Et d'ailleurs, il avait une expression, il parlait d'amour nécessaire et d'amour contingent. Nécessaire, ça veut dire en gros, on est fait l'un pour l'autre. Donc ça, c'est l'amour Sartre-Beauvoir. Et amour contingent, c'est les amours qu'il y a autour, qui ne comptent pas vraiment. C'est plus récréatif. C'est pas essentiel. C'est du plus. Bon. Sauf qu'un jour, Sartre n'a pas dit à Beauvoir qu'il avait eu une relation avec, je crois, une de ses étudiantes ou une de ses auteurs, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Et que quand Beauvoir l'a appris, bah, elle l'a très mal pris, justement. Elle l'a très mal pris. Parce que c'était ça sa trahison, de son point de vue à elle. C'était ça la trahison de Sartre. C'est ça l'infidélité de Sartre. C'est d'avoir manqué à ce contrat qui disait on se dit tout. Donc quelque part, ils ont illustré le fait qu'en voulant s'émanciper des conventions et des règles classiques du couple amoureux, on n'abolit jamais les obligations, on les déplace, on les met ailleurs, mais on peut très bien déplacer les frontières de l'infidélité sans pour autant faire disparaître l'infidélité. C'est simplement qu'on ne sera pas infidèle pour les mêmes raisons. Et ça, c'est une question que j'ai envie de soumettre à la sagacité de tes auditeurs, de faire un test et de se poser la question, pour eux, ça commence où, justement, l'infidélité? Pour certains, ce sera à partir d'un acte de pensée. Le fait de penser, tu vois, de s'imaginer avoir des relations avec quelqu'un d'autre, c'est déjà de l'infidélité. Bon. Pour d'autres, c'est le fait, plus que de l'imaginer, de l'envisager. L'envisager, de le vouloir, sans le faire, sans le concrétiser.
Pour d'autres, ça sera le fait de passer à l'acte. Hein. Après, chacun mettra le nuancier qu'il veut entre les différentes pratiques à partir desquelles ça devient vraiment très grave. Bon. Et puis pour d'autres, ce sera de l'ordre du sentimental. C'est-à-dire, on est infidèle quand on a des sentiments pour quelqu'un d'autre, même si on n'a pas couché avec. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très amusant quand on interroge plutôt des hommes ou plutôt des femmes. Mm. On n'a pas les mêmes réponses. Souvent, chez les hommes, c'est l'infidélité physique qui est la vraie infidélité. Et chez les femmes, on retrouve un peu plus le côté sentimental. Non pas que le sentimental l'emporte, non pas que c'est plus grave que le sexuel, mais que ça l'est tout autant, quasiment. En tout cas, que c'est très grave, l'infidélité sentimentale. Là où c'est difficile, c'est que, on en a parlé au début, les sentiments ne se contrôlent pas. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne nous appartient pas, son cœur ne nous appartient pas, et lui-même, son cœur ne lui appartient pas, au sens où son cœur ne réagit pas à ce qu'il décide à quoi il réagisse. Donc on n'est pas responsable de la personne dont on tombe amoureux. On peut, encore une fois, Ouais. aimer malgré soi. En revanche, on est responsable de nos actes, on est responsable de ce qu'on fait, de notre amour, de notre désir, de notre impulsion, de notre, tu sais aussi, besoin de plaire, besoin de séduire, besoin de reconnaissance. Il y a de l'infidélité par besoin de reconnaissance aussi, Mm. plus que par désir sexuel effréné. Tu vois, parce que bon, on reste des êtres humains, on a une capacité quand même à différer nos désirs et à les réinvestir dans des choses, même dans des activités solitaires. On n'est pas obligé de coucher avec quelqu'un quand on a un fort désir pour elle. Encore heureux. Eh bien, toutes ces, euh, toutes ces choses-là montrent que euh, l'infidélité est une notion qui va vraiment dépendre de tes propres besoins affectifs et sentimentaux. Et que tu vas pas la placer au même endroit selon ta conception. Donc, pour en revenir à ta question sur les couples libres, même s'il y a plusieurs manières d'être un couple libre, hein, comme je l'ai dit, on peut être un couple libre au sens où on a des relations sexuelles, mais on ne se promet rien sur le plan sentimental et donc sur le plan contractuel. Il y a le libertinage qui peut, enfin, qui inclut l'échangisme, mais qui n'en est pas la seule forme. Souvent, dans le libertinage, ça veut dire qu'on fait sauter le verrou de l'infidélité physique, mais on n'abolit pas tous les verrous. On ne fait pas sauter tous les interdits. On se dit que on accepte que l'autre couche avec quelqu'un d'autre si on est là, ou si on est au courant, ou si on peut faire pareil. Enfin, tu vois, après, chacun son contrat. Hein. Ouais. Et puis, il y a ensuite le polyamour, qui est plus récent, en tout cas, qui a été théorisé, si j'ose dire, plus récemment, où là, c'est l'idée qu'on peut tomber amoureux ou aimer plusieurs personnes à la fois. Et donc, vivre, passer du temps avec chacune de ces personnes sans qu'il y ait de jalousie, parce que sans qu'il y ait de concurrence. Et c'est souvent soutenu, d'ailleurs le libertinage aussi très souvent, mais surtout le polyamour, c'est soutenu par l'idée que la jalousie est une manifestation de l'orgueil. Autrement dit que si on est jaloux au sens où on ne veut pas que l'autre euh, fasse l'amour ou passe du temps avec quelqu'un d'autre, c'est parce que ça provoque en nous une insécurité liée à notre orgueil et donc au désir de contrôle. Voilà. On peut entendre ce discours, mais comme on peut entendre aussi que si tout le monde fonctionnait comme ça pourrait provoquer certaines perturbations au niveau de l'organisation de la société. Ouais. C'est pour ça que le mariage a été inventé. Exactement parce Mm. que et là je rebouclerai sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de la chimie, parce que nous restons des animaux, que quand on fait des enfants avec quelqu'un, donc généralement, préférablement en tout cas, quelqu'un qu'on aime ou qu'on a aimé, on a des enfants ensemble, et ces enfants, bah, il faut bien être là pour les élever. C'est dur d'élever un enfant. C'est déjà dur à deux, alors seul, c'est très dur. Donc ça veut dire que si tout le monde pouvait à tout instant faire des enfants et puis partir, et puis faire des enfants ailleurs, puis repartir, et puis finalement, bah, les enfants ils restent là, ils se disent mais moi, je suis censé faire comment pour m'éduquer. Il y a besoin de ces cadres en fait, qui sont
des avantages évolutifs. Quelque part, moi, la question qui m'intéresse, c'est de savoir si le couple monogamique ne serait pas le choix qu'a fait la nature en termes d'évolution comme étant ce Hmm. qui est le plus approprié à Ouais, ouais. protéger la progéniture pendant les premières années. Hmm. Je ne réponds pas à la question, mais je dis qu'on présente toujours la monogamie, tu sais, comme une construction culturelle. Hein. C'est l'idée que l'être humain n'est pas fidèle ou n'est pas exclusif, en tout cas, naturellement, peut-être. Mais le fait est que c'est ingénieux, le couple monogamique, pour la survie de l'enfant. Parce que bah, c'est ce qui fait que il a deux êtres complémentaires qui sont là pour l'aider à grandir, pour le protéger, pour l'éduquer. Donc c'est un schéma, je trouve, assez efficace. Hmm. Mais enfin, je reviens par rapport, je reviens au couple non exclusif. J'ai quand même l'impression que c'est une utopie parce que, comme tu disais tout à l'heure, quand voilà, on a des relations charnelles avec quelqu'un ou même le fait de s'embrasser, bah, il y a quand même une réaction chimique du corps Mhm. qui se passe. Et c'est comme les acteurs qui sont en couple et qui embrassent d'autres personnes dans des scènes et qui disent oui mais c'est que de l'acting, je ressens rien. Mais pour moi c'est pas possible en fait. Enfin il se passe, c'est pas anodin. Même embrasser quelqu'un c'est pas anodin et donc pour moi il se passe forcément quelque chose de chimique dans le corps Mhm. et qui fait que pour moi le couple non exclusif c'est forcément voué à l'échec en fait. À un moment pour moi il y en a forcément un des deux qui va être gêné par la situation, qui va s'attacher ou qui va peut-être s'attacher à d'autres personnes après. Ouais. Donc, ouais, je suis pas convaincue par ce format, mais bon, après, peut-être que Il ça va y a pour d'autres aussi, personnes, hein, mais... il y a aussi un aspect qui me semble important à considérer, c'est l'expérience euh, de la relation marginale, de la relation différente, de la relation non conventionnelle. Je veux dire par là, imaginons deux jeunes gens qui se mettent en couple quand ils ont 18 ans, qui n'ont connu que eux, qui n'ont pas eu de relation avant, et qui vivent ensemble pendant 20 ans, et qui un jour se séparent, pour une raison qui importe peu. Il y a de fortes chances que l'un comme l'autre expérimente un autre type de relation que la relation qu'ils viennent de vivre pendant 20 ans. Pour le dire un peu familièrement, il y a des chances qu'ils aient envie de se lâcher, qu'ils aient envie de se Mhm. faire plaisir, et donc de tester des choses. Voilà, c'est une possibilité, disons, hein, c'est pas une obligation. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là de leur vie, ils auront envie de découvrir ce que ça fait que de vivre une relation sans lendemain, que de vivre une relation avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, que de vivre une relation avec une personne juste parce qu'on la trouve belle, ou juste parce qu'elle nous attire, ou juste parce qu'il y a un truc chez elle, etc., etc. Bref, de faire absolument tout ce qu'ils n'ont pas fait durant leur relation qui a duré 20 ans. Ça, je trouve que c'est totalement entendable. Entendable de se dire, j'expérimente un type de relation, non pas parce que je considère que ce type de relation est un schéma qui est viable, qui est solide, ou qui est le Hmm. bon schéma, ou même seulement le bon schéma pour moi. Non, c'est le bon schéma pour moi à ce moment-là pour essayer. Pour essayer, pour peu que j'ai le désir d'essayer, bien sûr, hein, il faut que ça vienne d'un désir. Moi, je suis très méfiant à l'égard de cette forme très sournoise de manipulation psychologique qui consiste à induire chez les autres des schémas et des comportements sexuels qui ne sont pas des comportements qu'ils ont désirés eux-mêmes. Et leur dire, ah, tu devrais essayer ci, tu devrais peut-être tenter ça. Chacun le fait quand il a envie de le faire. Hein, on est grand, on Hmm. est adulte, on prend ses décisions. Mais en tout cas, on peut à un moment donné décider de dévier de la voie traditionnelle du couple pour avoir des expériences un petit peu plus marginales. Et à ce moment-là, on aura appris quelque chose. Par exemple, certaines personnes vont essayer la relation libre ou le libertinage pour se rendre compte que quand elles aiment quelqu'un, elles n'acceptent pas de, tu sais, l'expression le partager. Hmm. Elles découvrent à cette occasion qu'il y a quelque chose en elles qui dit non, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. Ou il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'elles vont accepter des choses qu'elles n'auraient pas acceptées avec quelqu'un d'autre, comme si finalement leur amour n'était pas un amour possessif.
Et donc cet amour non possessif fait qu'on n'est pas jaloux si l'autre fait des choses avec d'autres. Ça ne nous heurte pas, ça ne nous blesse pas, on ne se sent pas visé. Là, on est dans une forme d'amour un peu plus inconditionnelle, mais qui, pour certains, va être vécu comme de l'indifférence. C'est-à-dire, si ça ne te rend pas jaloux, c'est que tu ne m'aimes pas. Et c'est pas totalement faux. Parce que traditionnellement, l'amour entraîne la jalousie quand il y a menace. Qu'est-ce que c'est la jalousie? C'est une réaction au danger. Je veux dire, la peur, physiologiquement. La peur, c'est une réaction liée au danger. Si la peur n'existait pas, il y a longtemps qu'on aurait disparu. Puisque la peur, c'est ce qui nous pousse à tout mettre en œuvre pour survivre. Bon, ben, la jalousie, c'est la transposition de la peur dans la survie du couple. Et de ce point de vue-là, c'est une réaction parfaitement naturelle. Mais d'un certain point de vue, on peut dire que ce n'est pas naturel, au sens où c'est nourri par un orgueil qui nous pousse à vouloir contrôler l'autre. Et donc, si on est dans un désir d'élévation à une forme d'amour plus spirituel, on peut se dire qu'on doit se débarrasser de sa jalousie. On peut se dire que la jalousie est quelque chose qui fait souffrir, qui nous fait souffrir, qui fait souffrir les autres, qui la subissent, etc., etc. Et donc toutes les expériences que tu vas avoir de relations alternatives vont te permettre de mieux t'orienter et de mieux analyser comment tu ressens les choses, qu'est-ce qu'il se passe en toi quand tu es fidèle, quand on est infidèle avec toi, quand tu as l'impression de ne pas être épanoui dans ton couple ou dans ta vie sexuelle. Tout ça permet quand même d'apprendre à se connaître. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'il n'y a pas le bon schéma, le mauvais schéma. Il y a le schéma qu'on rencontre au moment où on en a peut-être besoin pour apprendre à mieux se connaître. J'étais tombée sur un sondage de l'IFOP de 2024 qui disait que 43% des Français déclaraient avoir été déjà infidèles. Ce qui me fait penser ce qui me fait demander si la fidélité est naturelle. Est-ce qu'on est fait pour être fidèle, quoi? C'est une question compliquée. J'ai pas de réponse, hein, si on est fait pour être fidèle, parce que on peut considérer que l'infidélité participe aussi à la diversité génétique. Hein. Mais, mais ça, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on dit pour finalement essayer de s'auto-excuser, de légitimer finalement nos manquements. Plus encore, je me poserai la question, qu'est-ce que ça veut dire être naturel? Parce que l'être humain, c'est un être culturel, dit-on. Mais toutes les créations culturelles de l'être humain, d'où est-ce qu'elles viennent, si ce n'est de sa nature et de son interaction avec la nature? Tu vois, l'agriculture, c'est pas naturel, en réalité. Puisque qu'est-ce que c'est l'agriculture? Bah, c'est le fait d'utiliser des outils pour optimiser un espace, pour augmenter le rendement alimentaire. On va commencer à utiliser les animaux comme des moyens de traction. Enfin bref. Donc à quel moment on est finalement sorti de la nature? C'est difficile, hein. Pour certains, à partir du moment où on a utilisé un os d'animal pour taper sur la tête de l'ennemi pour le point d'eau, on était déjà sorti de la nature. Et, et pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut tout trouver dans la nature, mais on peut trouver tout et son contraire. Dans la nature, il y a de l'homosexualité. Mais certains vont te dire que l'homosexualité, ce n'est pas naturel parce que ça ne permet pas la reproduction. Ben oui, mais ça existe chez les espèces animales aussi. Donc, il y a bien des choses qui sont naturelles, alors même qu'elles n'ont pas de fonction naturelle. Ou plutôt qu'elles n'ont pas de fonction vis-à-vis de ce qu'on conçoit comme étant naturel, la reproduction. Mais il peut y avoir d'autres fonctions. Donc tout peut trouver une fonction. Euh, je ne sais pas si la fidélité ou l'infidélité pardon est naturelle, mais en tout cas, elle existe et ben, je pense qu'il faut faire avec. Pour toi, quels sont les plus grands dangers du couple? Bah, ce qu'on disait au début, faire reposer notre bonheur sur les épaules de l'autre et, Mhm. et lui faire subir nos insécurités.
voire le rendre responsable de nos insécurités. Et le risque de l'amour, c'est quand l'autre devient le sac de frappe de nos émotions. Et très souvent, c'est quand on passe le plus de temps avec quelqu'un qu'on finit par être le plus dans la familiarité et la négligence. Et, et je crois beaucoup dans, tu sais, cette idée que très souvent les choses se retournent sur elles-mêmes. Et parfois, l'amour va se retourner en indifférence. Comme si, euh, comme si l'amour c'était une glace en plein mois d'août et que tu la dévores et qu'en fait, quand il n'y en a plus, ben, tu as juste du chocolat sur les doigts, mais il n'y a plus de plaisir. Et le plus grand plaisir, c'était quand tu avais la glace avant de l'entamer. Ben Mm. voilà, l'amour, parfois, on le consomme, on le consume, il fond sur nos doigts, et donc il peut se retourner en quelque chose qui n'est plus du tout l'amour, qui peut être au mieux une forme d'accoutumance, une forme d'habitude, au pire, une négligence qui peut dériver vers le mépris, une indifférence à l'autre, qui fait que qu'on a l'impression, pour le coup, d'être deux solitudes côte à côte. Mm. Est-ce que pour toi, donc, il faut renoncer à l'idée d'âme sœur? On en parlait un petit peu tout à l'heure, voilà, cet idéal qu'il faudrait atteindre Mhm. par le couple, où il faudrait voilà, trouver sa moitié pour nous combler. Mhm. Euh, Bah, j'ai une réponse, hein, je ne sais pas si elle va faire plaisir. Je pense que oui, il faut continuer à désirer trouver l'âme sœur pour souffrir suffisamment et comprendre ok. qu'il ne faut Qui n'existe plus pas. chercher l'âme sœur. Parce que chercher l'âme sœur, ou attendre l'âme sœur, hein, parce que tu as remarqué, je me rendais compte en le disant que la formulation ne sonnait pas bien. Chercher l'âme sœur. On parle souvent de trouver l'âme sœur, Hmm. mais comme si on pouvait trouver sans chercher, comme si on attendait l'âme sœur. Donc il y a vraiment déjà cette posture de passivité, qui est très importante, enfin très révélatrice dans notre conception de l'amour. L'amour, ça doit arriver. Donc on attend et l'univers s'arrange comme il veut, il s'organise, et puis il va nous apporter l'âme sœur à un moment donné, qui va sonner à la porte. Non, c'est dangereux parce que déjà, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, on va se poser la question, est-ce que c'est l'âme sœur? Et soit on va lui reprocher de ne pas l'être, soit on va faire comme si il l'était alors qu'il ne l'est pas. Donc finalement, l'âme sœur, c'est toujours ce qu'on projette comme étant l'âme sœur. Tu as des personnes qui peuvent passer 5 ans ou 10 ans de leur vie avec une personne qui leur fait du mal, parce qu'elles se sont auto-persuadées au départ que c'était l'âme sœur. Pourquoi? Parce qu'elles se sont rencontrées le jour du solstice, elles se sont embrassées à 22h22, et que, j'en sais rien, ils ont la même idée de prénom pour leurs enfants. Donc signe, 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 le mot est un bâton de dynamite quand tu commences à te persuader qu'il y a des signes, tu vois, qui dirigent euh, ta relation, ta rencontre, ton futur amoureux. Là, à ce moment-là, tu te prends en otage de ta croyance. Et si un jour, bah, tu venais à te rendre compte que ce n'était pas l'âme sœur, que ça ne pouvait pas l'être, bah, tu vas avoir beaucoup plus de mal à, à l'admettre et à en tirer les conséquences. Parfois, on s'accroche à l'autre, non pas tant parce qu'on l'aime encore ou non pas tant parce qu'on est heureux, mais parce qu'on croit que c'est le bon. Hmm. Et je pense que ça peut devenir dangereux. C'est normal quand on est jeune, fougueux, adolescent, passionné, d'absolutiser ses relations. Pourquoi? Bah parce que quand on est expérimenté, chaque relation est, est absolument nouvelle. Chaque autre est un absolument autre. Donc c'est tout à fait normal de s'abandonner complètement et de se perdre dans sa relation avec l'autre. Même si je pense qu'à chaque fois on s'abandonne, non pas dans l'autre, mais dans ce qu'on projette sur lui, dans ce qu'on imagine qu'il est. On tombe moins amoureux de l'autre que de ce qu'on imagine qu'il est. Mais, euh, mais l'âme sœur, ça peut aussi détruire une vie. Parce on se retrouve à 60 ans, 70 ans, et on se dit, bah, l'âme sœur, il a du retard. Ben oui, parce on l'a tellement attendu qu'on n'a pas, on ne s'est pas rendu disponible, on n'a pas ouvert les yeux quand d'autres personnes pouvaient se révéler nos âmes sœurs. Et comme on disait tout à l'heure, hein, on,
on tombe amoureux de quelqu'un et puis on cesse d'être amoureux, soit quand il nous déçoit ou soit quand on s'en lasse. En revanche, on aime quelqu'un quand on apprend à le connaître sur la durée. Et parfois, on ne veut pas laisser à l'autre la chance d'être aimé, parce qu'on veut que ce soit instantané, parce qu'on veut que ce soit Mm. immédiat. On veut que ce soit un coup de foudre, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui nous traverse et quelque chose qui nous illumine. Mais on oublie que c'est aussi quelque chose qui nous tue. En fait, l'amour serait à construire plutôt qu'à attendre. Absolument, Mm. absolument. Pas à construire à partir de rien, même si ça peut. Ça peut tout à fait, je veux dire, si tu mets deux personnes sur une île déserte, eh ben, il y a des chances pour qu'elles finissent par s'aimer. Je leur souhaite. Peut-être par instinct de survie d'ailleurs, hein. Par instinct de survie, on a plutôt intérêt à Ok. s'aimer. Ça, je pense que c'est le problème des sociétés, des civilisations un petit peu trop avancées matériellement. C'est qu'on a l'impression qu'elles n'ont plus ce sentiment de, de danger qui plane sur elles. Et donc, on peut se permettre d'être en conflit, d'être en désaccord, on peut se permettre de mal se parler. Si on était en situation de survie, si on était en situation, tu vois, d'Armageddon et d'invasion extraterrestre, je pense qu'il y aurait un peu plus de solidarité, il y aurait un peu plus de bienveillance, il y aurait un peu plus d'écoute et de compréhension. Qu'est-ce que c'est l'amour sinon la bienveillance, l'écoute et la compréhension? C'est déjà Mm. ça. C'est déjà ça. Pour moi, tout le reste en découle, puisque c'est donner à l'autre le droit d'être ce qu'il est, considérer que l'autre n'a pas à faire ce qu'on voudrait qu'il fasse, et inversement, hein, parce que l'avantage de l'égoïsme, bah, c'est il est à double tranchant, hein. Je ne veux pas que tu exiges des choses de moi de la même façon que tu n'as pas à exiger des choses. Non, de la même façon que je n'exige pas des choses de toi. Et, et c'est ce qui permet l'entente. C'est ce qui permet l'harmonie. On va finir par les questions des internautes. Il y a Julien, alors c'est plus une phrase, mais qui dit: les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent. Qu'est-ce que tu penses de ce Ouais, dicton? on en parlait tout à l'heure, je dirais Mm. les deux. Je dirais que il y a deux modèles de couple qui, je trouve, se- s'harmonisent bien. Ce sont les couples dans lesquels les deux personnes se ressemblent, et donc elles sont liées par des passions communes, des centres d'intérêt communs, des activités communes, une même mentalité, façon de raisonner. Et je ne pense pas du tout, je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent que c'est quelque chose qui est ennuyeux. Non, on peut apprécier grandement le fait de vivre avec quelqu'un qui partage notre vision du monde. De la même façon que si tu prends des jumeaux qui ont non seulement une ressemblance physique, mais une ressemblance psychique et mentale, eh ben, ils peuvent apprécier énormément, passer beaucoup de temps ensemble, même s'ils sont d'accord sur tout, parce qu'il n'en demeure pas moins deux individualités, quand même. Mm. Et puis les opposés s'attirent, effectivement, cette idée de complémentarité qui pose une petite difficulté par rapport au premier schéma, qui est de d'accepter que l'autre soit ce qu'il est, même si ce qu'il est, ce n'est pas nous. Il peut y avoir parfois un besoin de coloniser l'individualité de l'autre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? De vouloir qu'il aime ce qu'on aime, de vouloir, tu vois, l'initier ou le convertir à nos activités, à nos centres d'intérêt, etc., etc. Voire à considérer que les siens, voilà, n'ont pas de valeur, que c'est pas très intéressant ce qu'il fait. Voilà, ça, je pense que c'est un danger par contre. Mais une fois qu'on a acté que chacun avait ses centres d'intérêt qui pouvaient ne pas du tout se rejoindre, et qu'on respecte que l'autre aime ce qu'il aime parce que moi je sais pourquoi j'aime ce que j'aime, hein, à ce moment-là, ça peut être extrêmement constructif. Parce que c'est ça la complémentarité. Et la complémentarité, elle se traduit aussi dans le fait que l'autre a des savoir-faire et des compétences que moi je n'ai pas, et que donc on va pouvoir compter l'un sur l'autre. Voilà, un tel Bah, est ouais, meilleur. comme tout dans la vie, c'est une question d'équilibre parce que des personnes trop différentes, bah, ça peut pas matcher, Mhm. je veux dire, en tout cas sur la durée. Et puis des personnes qui se ressembleraient trop, je pense que ce serait assez électrique. Donc, à la fois un peu des choses voilà,
qui nous unit, et puis qu'on ait aussi des choses qui nous complètent, quoi, Oui, qui voilà, c'est nous ça. enrichissent. Oui, mais c'est important, voilà, de se dire que l'autre sait faire des choses qu'on ne sait pas faire, par exemple. Moi, je trouve que c'est très précieux, ça. Mm. Euh, non pas pour se reposer sur lui, mais pour s'entraider. Comme dans une équipe, tu vois, dans un match de foot, bah, chacun a son poste. Et puis, ben, c'est bien de savoir que celui qui est à son poste, il tient bien son poste. Parce Mm. que moi, je ne saurais pas le tenir aussi bien, son poste. En revanche, je sais tenir le mien. Et le but, métaphore footballistique, on parle bien d'un but. Le but, bah, c'est d'avancer ensemble, c'est de construire ensemble, c'est de gagner des points. Mm. Et donc, faire équipe. Bah, voilà. Pour qu'il y ait équipe, il faut à un moment donné qu'il y ait complémentarité. Ouais. Mais ça me fait penser aussi que souvent on pense que ça y est, on est en couple, boum, ça y est, voilà, ça va plus bouger. Alors qu'en fait, bah non, ça commence là, Bien sûr. le couple. Enfin, je veux dire, après un enrichissement continuel, Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on un n'a travail. jamais, on n'a jamais vraiment fini de découvrir l'autre, parce que non seulement chaque être humain est une richesse intérieure infinie, mais en plus une richesse intérieure infinie en mouvement. Pourquoi? Parce qu'on Mm, mm. évolue. Et donc on n'est jamais exactement la même personne. Tout ce qu'on vit va nous modifier, même insensiblement. C'est-à-dire là, notre entretien, sans qu'on s'en rende compte, il nous a modifiés. On n'est plus exactement les mêmes personnes. Ce qui fait que ce soir, tu vas pouvoir raconter notre entretien à des personnes et moi du mien. Et donc ça va être de la nouvelle information qu'on injecte dans notre tissu social, dans notre tissu mental, dans notre tissu affectif. Et le fait d'en parler va lui-même créer de nouvelles interactions, etc. Et puis Mm. dans un an, tu diras, ah oui, je me souviens, tiens, on avait fait un entretien, on avait parlé de ça. Et tout ça, ça nourrit. Ça nourrit l'intériorité et l'extériorité. C'est-à-dire, ça nourrit ta réflexion et ça nourrit tes interactions. Donc, on est en constante évolution et c'est pour ça que, que l'autre est à redécouvrir à chaque instant. Et puis on a, alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais Revan, qui te pose une question qui va te faire sourire. Il te demande, avais-tu beaucoup de succès avec les filles en études supérieures? En études supérieures, donc pendant mes années de fac, non, parce que pendant cette période-là, j'étais en couple avec une étudiante en biologie. Donc on expérimentait déjà la complémentarité, hein, philosophie pour moi Mm, donc, mm. biologie. Euh, J'étais très dénigrant envers la biologie à l'époque parce que je trouvais que c'était pas intéressant. Ah Et oui. inversement, elle me le rendait bien. Et donc, c'est en ce sens-là, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, hein, avec l'expérience, on apprend aussi à trouver de l'intérêt dans des choses qui ne sont pas nos centres d'intérêt à nous. Et puis d'ailleurs, la biologie, entre-temps, ça a fini par m'intéresser. Hein, donc, c'est bien la preuve qu'on évolue et qu'on voit les choses autrement. Donc, non, pas particulièrement. J'étais plus, quand j'avais entre 20 et 27 ans, ma priorité, c'était de concilier mes études, ma vie professionnelle, puisque j'avais un travail euh, à temps partiel en tant que manutentionnaire pendant toutes mes études, même au-delà, et vie conjugale. Donc j'avais une vie finalement assez, je dirais, assez rangée, et, Mm. et j'étais plutôt quelqu'un qui cherchait à se responsabiliser. Eh ben, merci Charles Merci à pour toi, ce Aurélia. nouvel entretien. Je rappelle que tu as sorti donc le livre La philosophie, c'est pour vous Tout à fait. aussi, Je paru aux montre éditions pour mon Larousse. Bah voilà, je auditeur, le montre aussi, spectateur. je l'ai Merci reçu. beaucoup. Ouais, merci à toi Charles, à À bientôt. bientôt.